Fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Télé Tchad. Aujourd'hui, les belles lettres reçoit une fois de plus Ahmad Haroun Lari. Notre entretien va donc porter sur son livre intitulé Les statuts et les mots des femmes au Tchad. Le livre est paru chez Edi Livre en France. Donc, Monsieur Ahmad Haroun Lari, bienvenue. Merci bien. Je rappelle que vous êtes un écrivain donc tchadien. Vous êtes étudiant en cycle de master recherche de sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, SOA. Et vous êtes leader et membre de plusieurs associations qui militent donc pour la non-violence et l'égalité des femmes au Tchad. Notamment, vous êtes chargé de programme de Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Et à votre actif, vous avez plusieurs ouvrages qui sont parus déjà, notamment La femme tchadienne dans la gestion de la cité, publié chez Edi Livre en 2015, Les statuts et les mots des femmes au Tchad, dont nous allons parler donc aujourd'hui, Quelle défense pour le Tchad de la Renaissance, paru aussi à Edi Livre en 2015, La société civile au Tchad, objet politique et acteur de la politique publique, aussi paru chez Edi Livre en 2016. L'armée tchadienne et son peuple, aussi chez Edi Livre en 2016. L'islam au Tchad, un objet géopolitique en cours de publication, comme vous le dites. Le sexe du droit au Tchad, publié aussi chez Edi Livre en 2018. Les mots de l'école tchadienne, en cours de publication. L'islam dans le bassin du lac Tchad, objet géopolitique et facteur d'intégration, aussi en cours de publication. Et enfin, l'école des filles au Tchad. Ça fait beaucoup de livres qui sont donc en cours de publication. Ouais. Félicitations pour ce bon travail. Merci. Nous allons parler donc des statuts et des mots des femmes au Tchad. Vous dites à la page 5 de votre livre, l'islam a donné des droits aux femmes, mais certaines communautés refusent de reconnaître ces droits à la femme au nom de certaines cultures et coutumes. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit exemple à nos téléspectateurs? Merci. L'islam, il faut reconnaître que c'est la religion, l'une des religions qui a donné beaucoup de droits des femmes. Aujourd'hui au Tchad, la majorité des populations sont des musulmans. On parle parfois au nom de l'islam et on ne veut pas respecter les principes de l'islam. Par exemple, vous trouvez certains qui se disent musulmans et ils ne veulent pas laisser les femmes étudier. Par contre, le prophète Mohammed, il dit l'éducation c'est une obligation. La recherche de connaissances c'est une obligation pour tout musulman et musulmane. Et les femmes musulmanes partaient même au combat avec le prophète Mohammed. Pendant le ghazwa de Badr, dans ce combat, les hommes ont fui. Mais c'est les femmes qui ont pris les armes et elles étaient restées à côté de Mohammed. C'est elles qui soignaient les gens. Et même Mohammed, lorsqu'il s'était marié avec Khadija, elle était commerçante, dame d'affaires. Et c'est elle qui a choisi Mohammed. Et elle s'est proposée à lui. Et c'est comme ça que Mohammed est parti rencontrer ses oncles. Il a demandé et après ils sont rentrés pour demander pour le mariage. Et elle était plus grande que lui. Mais aujourd'hui, est-ce que nos filles, là, elles peuvent demander à une personne, elles ne peuvent pas venir dire que papa, j'ai trouvé une personne, je vais le marier. Parce qu'on ne veut pas le laisser. Et l'islam donne le droit à une femme d'étudier, non seulement d'étudier, mais d'avoir aussi de propriété et de travail. Mais ce qu'on ne veut pas reconnaître aujourd'hui aux femmes tchadiennes. Ok. Alors, la condition de la femme tchadienne, est-ce que cela est comparable à la condition des autres femmes du monde? Est-ce que, je voudrais dire, est-ce que vous pensez que dans un pays comme le Tchad, où la polygamie est autorisée et légalisée, est-ce que les droits des femmes peuvent être vraiment respectés? Pour moi, je ne vois pas qu'un polygame peut respecter les droits des femmes. Parce que la polygamie, oui. L'islam reconnaît la polygamie, oui. Mais lorsque vous revenez sur la polygamie, lorsque j'ai pris l'exemple tout de suite de Mohamed, mais lorsqu'il avait Khadija avec lui, il n'a pas choisi une autre femme. Mais c'est après son décès d'abord il s'est marié à une autre. Et même les filles du prophète n'avaient pas les maris. Par exemple, Ali n'a pas une autre femme que Fatima. Ousmane, c'est la même chose. C'est après la mort, le décès de Rukhaya, d'abord il a eu une Mukhaltoum. Donc, ça n'a rien à voir. On peut être polygame, oui. C'est la loi tchadienne reconnaît, oui. Mais on ne peut pas être juste. Alors, au niveau international, la Convention sur l'élimination des violences à l'égard des femmes
est le texte phare de protection des femmes. Quelles sont les limites de cet instrument juridique? Il y a beaucoup de limites, parmi lesquelles, parce que les États ratifient, il n'y a pas de contraintes. On ne contraint pas les gens. Regardez les Tchad à ratifier. Mais vous partez au tribunal, par semaine, au moins 20 cas de violence faites aux femmes qu'on enregistre. Mais il n'y a pas de coercition, parce que les gens, ils s'en fichent. On a ratifié, mais qui applique? On n'applique pas. Aujourd'hui, les femmes sont fatiguées. Vous partez au commissariat, c'est rare que des femmes portent plainte. C'est les chefferies traditionnelles, parfois c'est eux qui règlent. Et d'autres femmes ont honte même de partir dénoncer. Parfois, les femmes subissent des violences à l'intérieur de leur maison, mais elles vont partir se plaindre où? Parce qu'on a éduqué la femme tchadienne d'une manière qu'elle soit obéissante. Et elles n'ont pas la culture de dénoncer. Et c'est ce qui fait mal. Si vous avez constaté l'actualité internationale ces derniers temps, les mouvements MeToo. Donc, toutes les femmes qui ont subi des violences, elles ont commencé à dénoncer. Mais au Tchad, on attendait, mais on n'a pas trouvé. Nous, on a cherché aussi d'inciter certaines femmes de dénoncer, mais elles ne peuvent pas. Donc, tout simplement parce que la société ne le permet pas. Le contexte africain a suscité, vous le dites dans votre livre, un autre texte au niveau sous-régional, c'est que vous désignez sous le nom de protocole. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que donc ce protocole a apporté de nouveau dans le domaine de protection des femmes? Vous savez, à chaque temps, on ne fait qu'apporter de nouveau. Et même, il y a beaucoup de résolutions qui sont là. Mais reste seulement d'applicabilité. Le dernier protocole, on a aussi la résolution 1325-2000. Après ces protocoles, les différents protocoles. Mais la résolution 1325 l'ONU a voulu que les gens appliquent pour impliquer les femmes dans la paix et la sécurité. Et ce que WILF commence à faire, WILF est chargé à l'international de faire appliquer la résolution 1325. Bizarrement, dans notre pays, on n'implique pas les femmes. Et ces différents instruments restent seulement des instruments juridiques qu'on ne fait qu'annoncer. À chaque fois, on dit non, on a appliqué ça, on a adopté ça. Mais sur le terrain, il n'y a pas de concret. Si vous constatez avec la résolution 1325, on dit non. La paix et la sécurité est conditionnée par l'implication des femmes. On dit oui, on va impliquer les femmes. Avant, on a donné 30%, maintenant c'est parité. Mais comment sur le terrain? Si vous avez constaté les derniers décrets, il n'y a pas, parfois c'est 1% des femmes. Et on dit oui, il faut impliquer les femmes. Mais si on ne veut pas appliquer, il n'y a pas de contrainte sur le plan international. C'est ça l'instrument international, le protocole, les différentes résolutions, autres, non pas de force coercitive, parce qu'on n'impose pas aux États. Mais qui doit le faire? C'est l'Assemblée nationale, c'est la justice? C'est aux femmes elles-mêmes, des organisations des femmes, de faire pression. Parce que lorsqu'on a ces droits, on vous a dit oui, voici vous avez 50%, 30%, voici vos droits. Mais si vous ne voulez pas chercher, on ne vous donne pas. On dit toujours que la liberté ne se donne pas, mais elle s'arrache. Le Tchad est parmi les rares pays à travers le monde qui a donné beaucoup de droits aux femmes et qui a reconnu la plupart des instruments internationaux. Mais il reste seulement que les femmes n'ont pas compris jusqu'à nos jours. Regardez, vous partez dans un bureau, les femmes qui sont là, c'est elles qui n'arrivent pas à défendre leurs propres droits. Beaucoup de femmes qui militent dans les organisations des féminines, c'est pourquoi je salue le courage de CELIAV, de CONAF et de WILF. Il y a beaucoup d'autres organisations de femmes qui militent. C'est très difficile. Mais elles sont en train de sensibiliser. Et la majorité des femmes qui sont là dans le foyer, elles ne comprennent pas. Parce qu'on empêche aux femmes d'étudier et de comprendre ce qui revient des droits. Alors, vous venez de parler du pourcentage des femmes. Le chef de l'État avait réservé dans un décret 30% de quotas aux femmes dans les postes de responsabilité. Récemment, au Forum national inclusif, on a parlé même de parité, parité totale. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Oui, je crois. Parce que lorsque le président de la République a parlé de 30%, vous savez, il a parlé de 30%, oui. Mais est-ce que les femmes cherchent? Parce que moi, pour la mise en œuvre de la résolution 1325, avec les autres membres du LUF, on a sillonné les différents ministères. On a contacté aussi certains ministres, même les ministres femmes. Elles ne veulent pas mettre le quota de 30% pour les autres femmes. Comment vous voulez que les hommes vont mettre? Parce que beaucoup des hommes comme moi, ils ont envie d'aider les femmes. Mais lorsqu'on arrive quelque part, c'est des femmes qui sont là qui bloquent. Et lorsque vous voyez à la télévision, elles font comme elles parlent, défendre les femmes. Lorsque j'ai commencé à écrire mes ouvrages, beaucoup de femmes que vous voyez leaders là, on a commencé, mais elles ne veulent même pas répondre. Pour elles, la lead c'est elles. Elles ne veulent pas impliquer les autres. Mais les 30%, lorsque le président de la République a dit, parce qu'il a constaté que les femmes ne veulent pas sortir du lot. C'est les mêmes femmes là que vous le voyez partout.
Aujourd'hui, elles sont dans telle organisation, demain c'est telle, et demain elles sont ministres, et c'est elles seules. Il n'y a pas d'autre. Les 30%, oui, mais la Constitution parle d'égalité. La Constitution parle d'égalité, non-discrimination des sexes. Donc lorsqu'il s'agit d'égalité, là, il n'y a pas de différence de 30% et de 50%. S'il faut voir les nombres, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. S'il faut donner, si c'est au moins d'abord 50%. Mais ce qui se bloque, c'est quoi? Parce que beaucoup de femmes n'ont pas étudié. Et même ceux qui ont étudié, la majorité ne sont pas dans les partis politiques. Regardez, c'est 2 ou 3 femmes seulement qui ont les partis politiques. Lorsqu'on dit député, mais dans les derniers forums, on vous dit que non, les partis politiques qui doivent désigner. Et c'est très grave. Lorsque les partis politiques vont désigner, ils ne vont jamais mettre les femmes. Et s'il faut laisser la société civile, qui va me dire que CELIAV ne peut pas remporter tous les postes de députés parce qu'elles sont parties implantées, c'est elles qui vont remporter. Mais lorsqu'on laisse seulement l'attitude aux partis politiques, ça veut dire qu'on ne veut pas impliquer. Alors, dans votre livre, vous dites que le problème n'est pas simplement tchadien, puisque vous relevez aussi le cas de la Gambie, qui abrite le siège de la Commission des droits de l'homme et des peuples depuis 1987. Vous relevez que les femmes ne connaissent pas aussi leurs droits là-bas. À l'époque de Djamé, son ex-ministre qui est devenu le procureur de la CPI, et aujourd'hui vous partez en Gambie, les femmes sont en première ligne. Et elles sont en train de revendiquer leurs droits. Je pense qu'aujourd'hui, au Tchad même, c'est la même chose, parce qu'on a vu des jeunes filles, si vous avez constaté au dernier fois, on a une jeune fille qui était au Presidium. Et donc, je pense que la Gambie, c'est la même chose que le Tchad. Aujourd'hui, nos mamans de CELIAV et d'autres de CONAF, elles ont fait, mais elles ont aussi produit d'autres jeunes filles qui ont pris les relais. Et je pense que ça va aller. Alors, à la conclusion du chapitre dans votre livre, sur le statut de la femme en islam, vous écrivez qu'il n'y a pas de contraintes en islam. Alors, peut-être on se pose la question, d'où viennent alors les questions de, par exemple en Afghanistan, port de voile intégral, ou alors interdiction des filles musulmanes de se marier à des personnes d'autres religions. D'où viennent ces contraintes-là? Bon, il y a des contraintes tout simplement parce que moi, lorsque vous parlez de voile intégral, c'est quelque chose que je déteste. Parce qu'il y a dans un hadith, on a donné aussi un habit noir au prophète Mohammed, il a refusé. Donc, ce qui veut dire que le voile là, ce n'est pas islamique. Ce n'est pas islamique ni arabe. Par exemple, il y a les Romains qui ont les voiles, les Perses, c'est leur culture, et les Arabes, à l'époque de Mohammed, ils n'avaient pas les voiles. C'est comme les bonobos nous comportent. Regardez les Arabes tchadiens. C'est la culture authentique des Arabes à l'époque du prophète Mohammed. C'est la culture authentique. Aujourd'hui, les Arabes ont perdu ça. Et même, ils s'inspirent des Arabes tchadiens. Parce que nous, on a gardé ça. Et les Arabes, après l'exploitation de pétrole autres dans les pays du Golfe, chaque pays a ses propres habillements. Regardez les femmes du Qatar ne portent pas les ibaïs de l'Arabie Saoudite. Ceux de l'Arabie Saoudite ne portent pas des du Qatar. Même les djallabis, là, ce qu'on appelle chéri Djabidini ici, là. Chaque pays arabe a ses propres spécificités. C'est la géoculture. Ils sont en train de promouvoir leur culture. Et c'est pourquoi, avant l'arrivée de ces gens-là, pour amener les ibaïs dans les marchés, pour vendre leurs marchandises, les femmes tchadiennes portaient des habillements, il n'y a pas de contraintes. Mais à la fin, comme c'est des commerçants, c'est des multinationales, ils ont commencé à dire que non, c'est islamique et on impose aux femmes. Et ça n'a rien à voir. L'islam ne veut pas dire effacer votre culture. Et c'est pourquoi Dieu a dit, lorsque je vous ai créé avec des différentes cultures, et chacun doit rester dans sa culture. Donc aujourd'hui, je peux être en garde, lorsque je m'islamise, je ne change pas le nom. Et ce qui se passe maintenant, on change aussi le nom des gens. Et donc, ça n'a rien à voir. C'est les gens qui sont en train de faire. Concernant les mariages, c'est dans le Coran que Dieu interdit les mariages d'une femme non musulmane avec un homme non musulman. C'est des lois divines et bon, on ne peut pas. Mais c'est permis aux hommes musulmans de se marier avec d'autres. Donc, certains ulémas disent que si la femme s'est mariée avec un musulman, parce que les musulmans respectent les droits islamiques, les textes coraniques, qui garantissent les droits des femmes. Parce qu'à l'époque, à la Mecque, les gens ne considéraient pas les femmes. Donc, les femmes musulmanes se sentent libres étant avec un musulman qui respecte les principes divins. Vous dites dans le livre, la cause de la non-scolarisation des filles est entretenue par une société sexiste qui craint que les femmes ne découvrent leurs droits dans l'instruction. Est-ce que les causes, par exemple, de la non-scolarisation ne sont plutôt pas les mariages précoces, les grossesses indésirées, etc., etc.?
il faut savoir que beaucoup de gens n'aiment pas que l'éducation, les filles étudient. Imaginez dans notre pays, on a des gens qui n'ont pas fait l'école, qui n'ont pas étudié même la religion, et qui sont devenus par l'accident de l'histoire des riches. Et ils profitent de naïveté des jeunes filles. Les parents ont peur, une fille qui est en master, qui a sa licence, elle est instruite, avec un mari qui n'a pas étudié, donc ils sont jaloux, c'est pourquoi ils ne veulent pas. La non-scolarisation est due aussi de l'ignorance. Parce que lorsque vous, à un certain moment, on vous dit qu'au Tchad, 80% des gens n'ont pas étudié. Aujourd'hui, on nous parle de 48% d'instruits. Donc, lorsque vous voyez le niveau d'instruction qui est faible, et certaines sociétés patriarcales qu'on a ici, ils ne croient pas aux filles. Ils veulent seulement éduquer les garçons et non les filles. C'est pourquoi une fille qui est entrée à l'école, si c'est trop, c'est CMD, parce que je constate beaucoup de... Plus de 26% des filles abandonnent l'école jusqu'à cycle de CMD. Plus de 40%, elles ne finissent pas le cycle secondaire. Et la majorité, c'est des rares filles qui arrivent à finir leur cycle secondaire. Ça aussi, c'est à un moment. Maintenant, même si ce phénomène existe, beaucoup de parents, maintenant, ils ont commencé à comprendre et ils sont en train de laisser les filles étudier un peu. Et la non-scolarisation aussi due à la pauvreté. Parce que certains enseignants nous disent clairement, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas étudier. Imaginez les enfants d'un soldat. Quelqu'un qui gagne 60 000. Il a loué une maison à 35 000. Il a 16 enfants. Un enfant, pour partir à l'école, il faut avoir quelque chose pour manger. Mais s'il n'a pas. Et la scolarité, ça coûte cher. La scolarité coûte cher. Parfois, lorsque j'étais au lycée, j'étais au coordinateur du comité d'organisation pour la paix. Et même maintenant, lorsque je connais des enfants qui n'ont même pas l'argent pour acheter les tenues. Laissez les autres fournitures scolaires. Donc, les garçons, ils sont obligés, comme des filles, ils sont obligés de laisser. Et les filles, comme les parents n'ont pas, ils préfèrent que les filles restent à la maison, aider la maman pour préparer la nourriture ou autre. Donc, ça ne les permet pas d'étudier. Et sinon, les enfants, les filles surtout, aiment étudier. On parle de gratuité de l'école. Oui, l'école est gratuite, mais il faut les fournitures scolaires. La ration alimentaire et tout ça, les transports. Tout ça, ça pose des problèmes. Vous rapportez dans le livre des propos que je trouve peut-être scandaleux, hein, tenus par un enseignant. À la page 59, oui. Je voudrais lire cela un peu pour nos téléspectateurs. Je cite, l'un des enseignants nous disait, nous n'avons pas d'autre récompense que les filles. Si elles nous refusent, on va leur donner 4 sur 20. Et il continue encore, les filles du lycée sont pour les enseignants. Je me demande donc si de telles personnes sont identifiées, qu'est-ce que fait l'administration ou bien qu'est-ce que fait l'association des parents d'élèves? Parce qu'il y a même la déontologie des enseignants qui interdit cela. Oui, je me rappelle ça parce que c'était en 2009 lorsqu'on était au lycée pour faire des enquêtes. On a constaté que beaucoup des enseignants, surtout les vacataires, la personne qui nous a dit ça, il était intégré, il travaille au ministère, c'est un ingénieur. Mais eux, ils viennent seulement, ils disent que les petites filles, pour profiter de la naïveté de ces petites filles, ils ont donné 4 sur 20 à un garçon et à une autre fille. Pourquoi? Parce que la fille refuse de sortir avec lui. Nous, on a fait aussi des rapports. On part rencontrer le proviseur au lycée. Le proviseur, ce qu'il a fait, c'est quoi? Premièrement, ils ont supprimé toutes les associations qui étaient au lycée. Maintenant, vous partez au lycée de la Liberté. Avant, on a Club Francophonie, troupe théâtrale Samben Ousmane, Association pour la non-violence, comité de... Ils ont tous supprimé. Pour eux, ces élèves-là et les associations sont des ennemis parce qu'on est en train de détecter tout ce qu'ils sont en train de faire. On était parti même dans les auberges pour filmer les enseignants comment ils amenaient les filles. La majorité des filles étaient obligées d'abandonner l'école. Aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi les filles changent des établissements à chaque temps. Beaucoup de gens ne s'interrogent pas. À un certain moment, beaucoup des élèves ont des problèmes avec certains enseignants vacataires parce que vous pouvez vérifier. Beaucoup des enseignants qui ont la déontologie, comme vous dites, ils ne le font pas. Les élèves ont des problèmes non pas avec leurs enseignants, mais avec les administrateurs. Parce que la majorité de ceux qui font ces pratiques, c'est les administrateurs. Vous évoquez donc dans ce même chapitre le cas de viol collectif des filles par des enfants de personnes dites intouchables. On se demande, est-ce que l'affaire Zoura qui s'est passée il y a quelques années n'a-t-elle pas aidé à enrayer un peu ou à limiter un peu ce phénomène? Lorsque j'ai écrit ça, c'est avant l'affaire Zoura.
Parce que avant l'affaire Zoura, nous, on est là pour observer. Le viol là, dans les lycées, c'est quotidien. L'affaire Zoura, lorsque ça a éclaté, nous, on était en première ligne parce que nous, on était concernés, on se sentait. Les gens ont vu que c'était trop. Et ce qui a mobilisé les Tchadiens, à l'époque, surtout les organisations de la société civile, ça a choqué tout le monde. Parce que, et si vous avez constaté à l'époque, c'est la majorité des filles qui sont sorties. Les filles, elles subissent ça chaque jour. Mais personne ne parle. Et elles refusent de dire à la maison parce que lorsqu'on te dit que moi, on m'a violé, tel m'a violé, et il y aura des problèmes. Et ces phénomènes existent. Et même après le phénomène Zoura, on a détecté beaucoup. Le problème, c'est quoi? Il n'y a pas de coercition, on ne juge pas. Donc, imaginez lorsque des choses qui se passent comme ça, et vous ne pouvez pas réagir. Lorsque vous réagissez, les plaintes qui sont au tribunal, qui jugent? À la fin, on négocie avec les parents, la victime n'a rien. Pire encore, il y a des femmes qui sont à la maison qui sont violées, soit par le cousin, soit par le petit frère, soit par le papa lui-même, la femme de son fils. Mais les femmes ne peuvent pas dénoncer. Si elles dénoncent, c'est la honte familiale. Parfois, c'est leur cousin à la maison. Donc, on ne fait que fermer parce qu'on ne veut pas condamner ces gens. C'est pourquoi s'il y a un tribunal spécial pour ça, on peut dire. Regardez le travail que les femmes juristes font. Il y a aussi le CIRIAF qui est en train de sensibiliser. Mais lorsqu'on ne condamne pas ces gens, et on médiatise, et on ne sensibilise pas les gens que non, respectons les femmes, le problème ne peut pas finir. Vous dites aussi dans le monde intellectuel ainsi que dans le milieu de travail, les femmes sont aussi victimes de discrimination et de harcèlement sexuel surtout. Si vous constatez dans la plupart des bureaux, les filles refusent. Maintenant, on se demande pourquoi les filles qui ont les diplômes, elles refusent de partir chercher le travail. Parce qu'on a une mentalité aujourd'hui au Tchad que les gens n'ont pas voulu abandonner. Une fille, dès qu'elle vient pour les stages, premièrement, on cherche à les draguer. Pour qu'une fille trouve même les stages, il faut qu'elle sorte avec les responsables. Les filles, pour déposer pour le travail, pour l'avancement, il faut que la personne sorte avec elle. Et beaucoup de filles ne peuvent pas. Soit qu'elle a quelqu'un qui les pousse, les responsables que les messieurs ont peur, soit qu'elle est venue, mais même si elle est venue, on va la tenter. Seulement que les filles n'arrivent pas, comme je dis, le mouvement MeToo. Si les femmes tchadiennes, vous demandez les femmes qui travaillent aujourd'hui, vous avez eu combien d'harcèlement, c'est là où vous allez constater. Au marché, nos femmes qui partent au marché, là, elles sont harcelées chaque jour. Hein? Même ceux qui travaillent le sont, parce que lorsque je dis travail, beaucoup disent que oh, parce que vous avez vu les femmes qui travaillent. Non, même celles qui sont à la maison, les voisins les harcèlent, les cousins. Donc, au travail, c'est quotidien. Donc, mais il faut tirer chapeau des femmes qui travaillent, hein, parce que beaucoup, comme elles sont méritantes, elles n'acceptent pas certaines choses. Et elles mettent. Elles gardent leur dignité. Leur dignité. Et elles sont dignes et sont respectables. Vous dites aussi, dans le livre, dans les conflits armés, les femmes deviennent des armes politiques entre les mains des factions adverses. Vous pourrez expliquer un peu? Oui, comme j'ai aussi parlé de Boluya, qui est c'est un Ouest-Africain qui a parlé des diables à cheval lorsqu'il parlait de Janjaweed. Parce que les Janjaweed, lorsqu'ils combattent, et les différentes fractions armées, il faut bien le dire, ce qui n'est pas visible, lorsqu'il y a combat, lorsque vous partez en rébellion, ou vous êtes soldat, les gens viennent, premièrement, ils vont se venger de vos familles, de vos filles, de vos femmes. Et c'est comme ça que ça se passe. Je vous dis que les gens, les femmes ne parlent pas. Si les femmes tchadiennes commencent à dénoncer les actes qu'ils ont subis là, c'est trop dur. Et moi, lorsque j'ai commencé, parce que j'étais sur le terrain, j'ai vu ce qui s'est passé. J'ai constaté au Darfour une fille de 8 ans qui a été violée par 5 à 6, parfois elle-même de 7. Tout simplement parce qu'on le considère comme ennemi, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est ennemie des Janjaweed. Elle est la fille de tel. Et donc beaucoup de gens qui sont partis en rébellion même au Tchad, parce qu'il y a des soldats, il y a des soldats violés, des gens qui se disent soldats parfois, parce qu'un soldat c'est quelqu'un qui respecte la femme, et surtout les citoyens d'abord. Pour se venger contre une communauté, les gens se livrent à des viols. Et c'est ces viols-là, les enfants-là, pour se venger, ils vont entrer dans le groupe pour se venger des autres. Donc c'est comme ça que ça ne fait qu'attiser la haine et la guerre. Et pour d'autres, ils disent clairement, pour dominer une communauté, il faut dominer leurs femmes. C'est pourquoi il faut violer leurs femmes. Il faut détruire leur utérus. Alors, nous tendons presque vers la fin de notre entretien par le temps qui nous a été imparti. Est-ce que vous avez un conseil
à donner, peut-être aux femmes elles-mêmes ou alors aux responsables de notre pays? Le conseil que je peux donner seulement, je donne aux femmes. Je peux dire que vous avez tout. Le Tchad est l'un des pays qui a donné beaucoup de droits aux femmes et c'est à vous de chercher. Nous les autres, on est là seulement pour vous accompagner. Vous avez tout. Aujourd'hui, vous avez la parité. N'attendez pas, parce que nous les hommes, là, parfois on parle, mais s'il s'agit d'accélérer, chacun cherche son intérêt. Donc, il faut dénoncer. Même si c'est qu'il est, il faut dénoncer, il faut porter plainte. Il ne faut pas laisser. Vous avez des femmes, les associations des femmes juristes qui est là. Vous avez Céliaf qui jour et lui, elle ne dort pas. Et je connais beaucoup des avocats, des hommes qui sont là pour défendre seulement les femmes victimes et surtout les violences faites à la petite enfance. Ne restez pas tranquille. S'il y a des choses, il faut dénoncer. Et pour les responsables, je peux dire que nous avons des sœurs, nous avons des femmes et nous avons des mères. Lorsqu'on ne veut pas respecter ces gens-là, il faut savoir que même vous avez vos filles qu'on va faire la même chose. Vous avez votre mère qu'on va faire la même chose. Donc soyez conscients. Surtout les responsables administratifs, certains ministres, c'est eux qui profitent de la naïveté de nos sœurs. Si vous partez les dimanches dans les jardins, les gardes que les gens font la nuit, là, c'est vraiment honteux. Les gens qui prennent les petites filles, qui ont l'âge de leurs petites filles, et qui profitent parce qu'ils ont l'argent, parce que c'est des irresponsables, et ils ne respectent pas les femmes, s'il vous plaît. Il faut que ça s'arrête. Chers sœurs, si vous avez vu des gens avec les gardes, il faut nous signaler. Nous, on va faire tout, parce que la 4e République doit être la République de parité et de dénonciation de tous les faussaires. Je vous remercie. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro d'aujourd'hui qui était consacré essentiellement au livre de M. Ahmed Haroun Lari intitulé « Les statuts et les mots des femmes au Tchad ». Le livre est paru chez Edilivre en France. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Télé Tchad.